Game 1. Alors, dans la première mi-temps, on a trouvé un peu des post-up pour Siakam et on s'est dit pourquoi pas obtenir les mêmes finalement pour Miles Turner. Miles Turner qui n'est pas un gros joueur de post-up mais qui fait quand même 30 cm de plus que la moitié des joueurs d'OKC. Donc ça peut marcher. Il est d'ailleurs assez intéressant un petit peu cette match-up entre Turner et Holmgren parce qu'on a vraiment deux intérieurs assez différents qui jouent beaucoup en périphérie, qui drive, qui dribble, qui peuvent protéger aussi le cercle. Deux intérieurs vraiment très modernes finalement. Et du coup, la défense des Pacers, grâce un petit peu au mauvais pacing d'OKC, continue un petit peu à pouvoir sauver sa peau et obtient un peu de transition. Transition là où OKC, par contre, eux, ont été assez mauvais et ont eu assez peu d'efficacité. De l'autre côté, Tyrese Haliburton continue un petit peu d'aller chercher le côté faible. Alors pourquoi ? En fait, aller chercher le côté faible contre OKC, ça va être utile parce que regardez à quel point il surcharge le côté du ballon. C'est pour éviter tout simplement les drives et rendre les passes difficiles et forcer une seule possibilité de passe difficile à l'opposé. Et le but en réalité un petit peu, ça va être d'aller chercher justement ce côté opposé, là où il y aura moins de personnes pour pouvoir obtenir des tirs ou des drives. Donc finalement, ça peut être intéressant de envoyer la balle d'un côté, puis de l'autre, un petit peu pour faire basculer finalement le bloc d'OKC d'un côté puis de l'autre pour essayer d'obtenir des tirs et même potentiellement de libérer le rebond offensif. Du côté d'OKC, on retrouve un classique de leur attaque, les écrans petits pour petits, toujours très haut pour profiter un petit peu de l'espace et éviter d'avoir un manque de spacing et du coup on fait ces pick and roll entre arrière. Là sur cette action il n'y a rien, c'est juste très joli. Donc voilà, je voulais juste en profiter. Le petit spin, le petit flotteur, le petit mi-distance. C'est joli, j'aime bien. Bref, on se retrouve encore une fois avec Nembhard sur du pick and roll. Et c'est vrai que Nembhard a fait beaucoup de bien aussi à assister un petit peu à la création, à être le relais de Siakam et Haliburton, qui ont fait un match aussi plutôt correct. Mais face à cette défense, avoir un relais comme Andrew Nembhard peut être très utile. Vous vous rappelez des post-up de Siakam et Turner pour attaquer les petits ? Eh ben, ils vont même en donner à Obi Toppin. Vous dire un petit peu à quel point parfois la taille ça peut être important et à quel point peut-être ces Pacers peuvent utiliser ça pour punir un petit peu le manque de verticalité parfois d'OKC, utiliser un petit peu leur taille pour contrer ça finalement. Et sur les minutes du banc, ça peut être très utile. Ici, on se retrouve avec une action intéressante du côté des Pacers. Vous voyez, encore une fois, la défense très agressive du côté d'OKC. On court le plus possible la raquette et les corners et on met la pression sur les porteurs de balles. On a donc un end-off avec Siakam pour donner un petit peu de champ libre entre guillemets à Haliburton et de l'autre côté, on a Thomas Bryant qui fait un pin down pour Bennedict Mathurin. Du coup, on va avoir un mouvement vers ici et un mouvement qui va venir dans la même direction avec le ballon pour Tyrese Haliburton. On crée donc un petit peu de pression dans cet endroit-là du terrain. Vous voyez, vous avez trois joueurs qui sont en train de s'y précipiter. Et Mathurin, qui fait pas beaucoup de passes, mais sur du play call, qui peut savoir quand passer le ballon, arrive à trouver sur une belle petite passe Thomas Bryant, qui va mettre finalement un poster sur Hartenstein. Alors, on parle souvent un petit peu aussi des arrières dans le dunker spot, comme ici Caruso qui vient se déplacer un petit peu pour être dans cette zone-là du terrain. Alors ça peut être utile pour justement enlever un peu de protection de cercle, puis c'est utile aussi pour avoir un mec tout simplement derrière la défense pour le rebond offensif. Et parfois, quand tu manques de taille, ça dépanne. Fin de match, et là, finalement, c'est peut-être une erreur quand on regarde un petit peu sur l'étendue du match qui pourra avoir coûté cher, mais ici on a Bennedict Mathurin qui vient faire comme s'il allait poser un écran pour TJ McConnell, et au lieu d'attirer qu'un seul défenseur, il en attire deux, corner ouvert pour Siakam. Parfois, même la meilleure défense du monde fait des erreurs. Petit pick and roll intéressant ici avec Hartenstein qui pose toujours des bons écrans, qui crée des décalages. Et ici, Jalen Williams arrive bien à coincer Mathurin dans son dos. On a Hartenstein qui vient poser un petit peu un Gortat screen. Et du coup, parfait. Vous avez le deuxième écran qui vient juste là. Et finalement, malgré le manque de spacing, vous avez un tir ouvert au cercle. De l'autre côté, on retrouve Bennedict Mathurin dans ses œuvres, le roi de la sideline action. Hartenstein sur le terrain, du coup, ça permet encore une fois d'avoir cette attaque un petit peu en hub, sans SGA, pour avoir des coupes un petit peu dans tous les sens pour pouvoir obtenir des bons tirs au cercle ou même des lancers francs. Et encore une fois, Hartenstein, entrée très utile des deux côtés du terrain. J'aurais pas pensé dire ça en finale NBA, mais le passage de Bennedict Mathurin sur fin de 3e, début de 4e a été très utile en attaque pour les Pacers. Quand je vous disais qu'Andrew Nembhard a été un super relais sur ce match-là, regardez ici, on a ni Haliburton
Ou quoi que si, c'est peut-être Haliburton là-bas, tiens. Si, on a Haliburton là-bas, mais on n'a pas Siakam. Et du coup, on a aussi beaucoup de pression sur Haliburton. Du coup, encore une fois, ce relais en porteur de balle est très utile. On a deux écrans, donc on a une stagger action, ou un double drag plutôt, avec les deux écrans sur le porteur de balle. Et même face à Caruso, qui fait faute sur lui, il arrive à obtenir un drive jusqu'au cercle et à mettre le N1. Impressionnant. Aussi, en sortie de banc, on a eu Obi Toppin qui nous a fait du bien et du moins bien. Ici, une faute absolument horrible qui provoque du coup une action à 3 points. Mais de l'autre côté du terrain, finalement, en fin de match, là où ça a été assez important, il a réussi à mettre ses tirs et au final à maintenir Indiana dans le match. Mais c'est aussi un peu le problème du supporting cast d'Indiana, il est un petit peu imparfait. Mais finalement, avec le shoot-making d'Obi Toppin, mais aussi de Miles Turner, c'est un petit peu comme ça qu'Indiana a réussi à revenir dans le match. Ils ont réussi à se maintenir avec une bonne défense et des bons drives et aussi de la réussite sur le mi-distance, punir un petit peu le manque de spacing parfois d'OKC, mais en fait c'est quand même le shoot-making qui va leur permettre de vraiment rester connectés dans ce match jusqu'au bout, avec beaucoup de réussite, comme ici ce step back à 3 points avec la planche. C'est vraiment une série qui a beaucoup joué aussi sur du mi-distance et ils ont été très bons là-dessus. En fait, Indiana, ils ont fait presque 65% de réussite sur le mi-distance et ça les a beaucoup aidés à rester dans le match jusqu'au bout et même finalement à le gagner avec un petit peu cette réussite sur le mi-distance, le short mi-distance et tout simplement aussi parfois quelques drives. Alors, comment faire un petit peu quand on manque de spacing? Et pourquoi pas utiliser un empty side pick and roll avec tout ce côté-là complètement vide. Peut être pas mal. Ça va libérer la main droite de SGA qui prend l'écran et regardez, il va split de screen magnifique. Il se retrouve pile poil entre les deux avec un boulevard devant lui comme le côté était vide et malgré la très bonne défense d'Andrew Nembhard, ça finit dedans. C'est incroyable. Et ensuite, il va se passer un truc bizarre. Enfin bizarre. Vous appellerez ça comme vous voulez. Mais regardez un petit peu sur le terrain. On a Lou Dort. On a Jalen Williams, Caruso, Cason Wallace et SGA. Il n'y a ni Hartenstein, ni Chet Holmgren. Et je sais pas vous, mais moi une équipe qui se met à jouer du small ball dans une fin de match face aux Pacers en 2025, je sais pas, mais je suis pas sûr que vouloir jouer petit et vite, ce soit la solution face à cette équipe. Et en réalité, ils vont plutôt en profiter, nos amis des Pacers. Parce que du coup, sans taille, t'as un peu moins de protection de cercle, et puis t'as un peu moins de rebond aussi. Et Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren vont pas mal leur manquer sur cette fin de match, et j'ai encore un peu du mal à comprendre le pourquoi du comment ils ont joué sans eux. Alors bien sûr, la réussite d'Indiana a beaucoup aidé à les faire revenir dans le match. Mais pourquoi jouer sans eux quand, dans tous les cas, ton spacing n'est pas bon? En réalité, si c'était une question de spacing et qui se serait grandement amélioré en jouant petit comme ça, je me dis, je peux comprendre. Mais là, dans tous les cas, ces joueurs que sont Cason Wallace, Jalen Williams ou Caruso, ils sont pas respectés à 3 points. Donc tant qu'à avoir des mecs qui sont pas respectés à 3 points, pourquoi t'enlever ceux qui t'apportent de la protection de cercle ou du rebond sur cette fin de match contre une équipe qui dans tous les cas veut jouer le plus vite possible? Tu leur donnes une chance de le faire et puis Andrew Nembhard, il se régale. Du coup, si tu joues plus petit, Indiana peut faire pareil. Ils mettent Obi Toppin, Andrew Naismith, Aaron Naismith, Pascal Siakam un petit peu derrière et pour couvrir le plus d'espace horizontal et tu mets le plus de pression sur le porteur de balle. Donc, tu essayes de contenir le plus possible les déplacements tout en gardant en tête que tu respectes pas les mecs qui sont à 3 points. Et du coup, tu as moins un petit peu de potentiel au niveau du rebond offensif et si tu mets pas tes tirs, tu t'exposes. Tu t'exposes et encore une fois, tu as moins de protection de cercle mais tu as quand même Lou Dort. Regardez-moi ce malade mental. C'est terrible. C'est terrible, mais du coup, de l'autre côté, tu peux partir en transition avec SGA. Ça finit encore une fois au cercle. Mais je sais pas. Cette histoire de small ball pour finir le match, alors que tu joues contre Indiana, qui veut dans tous les cas jouer très vite et qui veut t'inciter à aller un petit peu là-dedans, est-ce que c'est vraiment l'approche que tu as envie d'avoir? Moi, je me demande, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose que j'ai eu du mal un peu à comprendre dans cette fin de match, tout simplement. Ici, une faute sur Andrew Nembhard de lancer franc.
Et de l'autre côté, Indiana, eux aussi peuvent jouer petit et garder de la protection de cercle, parce qu'en réalité, Siakam, comme protecteur de cercle secondaire dans ce small ball, bah ça fonctionne aussi pas trop mal. Et avec le mauvais spacing d'OKC, ça permet ce stop là, assez salvateur. De l'autre côté, on va voir encore aussi Siakam comme sauveur cette fois-là contre le small ball sur le rebond offensif. Et c'est là où parfois l'énorme volume qu'on peut avoir en attaque, je pense ici à SGA, peut vous faire des toutes petites erreurs en fin de match avec la fatigue, le manque de concentration. Et ici, il oublie le box out. Et c'est 2 points pour Siakam. Ensuite, on va se retrouver avec une possession qui tourne un petit peu au vinaigre pour OKC, mais ils arrivent à sauver le ballon parce que c'est Siakam qui le sort. On aura donc une dernière tentative pour passer à +3 du côté d'OKC. Super défense d'Andrew Nembhard qui fait tout ce qu'il peut. Le tir n'est pas rentré. Et de l'autre côté, on part en contre-attaque. Et quand c'est Tyrese Haliburton qui a le ballon en fin de match, souvent, ça tourne mal pour l'adversaire. Alors voilà, c'est comme ça que mine de rien, Indiana a gagné un Game 1 de finale NBA contre le grand favori contre le MVP. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner au prochain match. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que Indiana a quand même réussi à gagner, alors qu'en réalité, ils perdent la bataille entre guillemets des possessions avec 25% de perte de balles. Ils gagnent par contre la bataille du rebond. Et ils ont surtout, quand on regarde un petit peu en détail, une énorme réussite sur les longues mi-distances et une énorme réussite sur les corners à 3 points, ce qui leur a suffi pour rester dans le match et pour finalement réussir à le gagner. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage du Game 1 si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour le Game 2. À plus.